Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. OK, on est de retour sur Radio Pirate Live. Notre chum Joe Hamel qui est revenu des Stas. Des Stas. Donc, j'imagine qu'il a décanté aussi tout ce qui s'est passé dans la dernière semaine. Joe, t'es salué, mon ami. T'as l'air d'avoir eu du bon temps là-bas, hein? Ah, écoute, je pense une belle surprise que la découverte du Kentucky. Tu sais, souvent, on parle des grands États comme New York, la Floride, la Californie. On oublie souvent ces petites places-là. Puis, ben, comme je t'ai dit, j'ai des amis qui sont dans l'industrie des courses de chevaux quand même de manière assez importante. Puis, ça faisait quelques années là, que je voulais aller voir à quoi ça ressemblait. Et j'ai été tu sais, positivement surpris par ça. Puis l'espèce de milieu de vie aussi, tu sais, une ville comme Lexington, je disais à la blague à quelques fois là-bas, c'est pratiquement plus vivant que Montréal, le petit centre-ville avec les dizaines de petites microbrasseries, bars, petites boutiques artisanales. On sent qu'il y a quand même une vie quand même diversifiée dans ces petits coins-là. Est-ce que je pourrais dire le terme, ça semble un peu cliché, là, mais une âme? Moi, je trouve qu'il y a des villes maintenant qui ont... Tu sais, puis peu importe la grosseur, peu importe, il y a des villes qui ont de l'âme. Puis Montréal a déjà eu de l'âme. Montréal n'a jamais été vu comme une ville, nécessairement une belle ville, une belle région, mais il y avait quelque chose. Il y avait un beat. En tout cas, moi, quand j'étais jeune, on allait à Montréal puis on sentait une vibe. Là, c'est comme la mort. Mais ça, je dirais que c'est un peu généralisé au Québec. Il y a comme une... je sais pas, on parlait de Pyjama Nation, une patente de même. Je pense que ça l'a fait, puis ça va peut-être avec le fait qu'on vieillit, ou encore une décroissance lente qu'on se rend pas compte. Mais effectivement, il manque de vibe, il manque de mojo, il manque d'âme. Ouais, ben tu sais, Montréal ressemble un peu à New York dans le sens, c'est un petit New York dans le sens où les différents quartiers ethniques qui ont tous leur identité et leur particularité. Donc, je pense que ça ressemble plus un petit peu à ce genre de ville-là. Mais tu sais, avec les années, on sent que ça s'est, je pense, pas dire en bourgeoisie, mais tous les quartiers deviennent un peu pareils, là. Donc ça, je pense que c'est un peu comme le lent déclin. Il t'ajoute par-dessus ça tout le délire des travaux sans cesse qui fait en sorte que c'est pratiquement impossible de se déplacer dans cette ville-là. Paquet de choses, alors que quand tu vas dans les plus petites villes aux États-Unis, tu te rends compte de la facilité, la façon dont ça a été... D'ailleurs, tu regarderas sur une carte la ville de Lexington, c'est un bon exemple de périphérique et d'infrastructures qui ont été bien pensées au niveau des routes, là. Donc, fermez la parenthèse là-dessus. Très belle expérience. C'est à peu près la région totale. Là. Bon, le métro, c'est 517 000, mais si on prend toute la région où ça déborde un peu plus, alentour justement du Beltway, c'est aux alentours de 745 000 de population. Donc, c'est une belle grosseur de monde, un peu d'activité, belle place. Nice. Un peu comme la région de Québec, je pense. Exact. Ça ressemble un petit peu à ça. Là. Exact. Nous autres, je sais que c'est pas dans tes sujets, mais on va parler on va parler de l'Alberta puis de la nouvelle chef, la nouvelle PM, Danielle Smith, dans quelques secondes. Mais nous autres, j'ai l'impression que ce qui fait qu'on est un peu perdu de même, on a comme perdu le repère, la patente qui fait que il est où le fun, sont où les choses importantes, etc. On est comme perdu dans nos valeurs, j'ai l'impression, puis aussi par le manque de, je dirais, un manque de vision ou de projet collectif, un projet majeur. On est comme un peu embourbé dans notre Québec un peu chaotique, un genre de déclin. Puis on laisse ça aller, puis là, on essaie de se trouver des problèmes juste pour éviter de regarder les vrais à régler parce qu'il y a de l'ouvrage. Mais tu sais, quand je regarde les gens là, qui se pognent entre eux autres, les Sophie Durocher de ce monde, avec Mitch Garber, puis toutes les histoires de « Ah, ben je me suis fait livrer du Uber Eats », puis le livreur est arrivé, puis il parlait pas français, puis là, tel gars est allé chez Super C, il est allé dans les fruits et légumes, il s'est fait répondre en anglais, puis là, Mitch Garber qui répond à ça, ben oui, mais il avait juste à demander de l'aide à quelqu'un pas loin de lui qui parle français, il aurait eu sa réponse, puis là, il le traite de asshole, il n'a pas traité d'asshole, il a dit « Ne soyez pas asshole dans votre manière de voir les choses ». Et là, l'autre qui réplique « Ah, ben on sait bien, Gerber qui traite un francophone de trou de cul, etc. » Moi, quand je vois ça, je veux venir fou, Joe, je veux venir fou. Quand c'est la maison des fous, c'est le vol au-dessus d'un nid de coucou. Après ça, on se demande pourquoi c'est tout croché dans le même.
avec les mêmes gens dans le même journal, tu as ces insignifiances-là. Puis après ça, on se demande pourquoi c'est chaotique dans le système de santé, pourquoi les écoles sont en ruine, etc. Mais oui, mais regardez où est-ce que vous mettez vos énergies, je vois le vert. Ben non, puis écoute, il y a quand même un problème sous-jacent à ça. Tu sais, moi, je suis bien content qu'il y ait quelqu'un qui travaille dans le département des fruits et légumes. En passant, c'est l'exception et non la règle, là. Les gens plutôt anglophones ou allophones qui ne parlent pas, ou du moins qui n'ont pas de compréhension du français, là. N'importe où tu vas aller à Montréal, tu peux généralement te faire servir en français, là. C'est très rare que quelqu'un va parler uniquement anglais, ou s'il le fait, il va te trouver quelqu'un qui parle en français si tu le demandes poliment. C'est sûr, si tu pètes une fuse tout de suite en partant, comme les caribous complexés, ça n'améliore en rien les choses, là. Donc, ça, il y a une petite game qui se joue là-dessus. Il faut regarder les choses d'en faire. Je suis un peu d'accord avec Mitch Garber là-dessus. L'autre, elle devrait prendre son gaz égal, Oui. puis être contente qu'il y ait quelqu'un qui travaille justement dans le Oui, département qui des parle fruits et légumes. vietnamien, il parle vietnamien, iranien, n'importe quoi en ce moment. Là, quand on veut juste se faire servir, on s'en fout. Là. La langue parlée, c'est pas mal secondaire. On a besoin de bras. Là. Non, puis généralement, quand ces gens arrivent là, écoute, il y en a plein d'exemples que leurs enfants, généralement, vont apprendre le français Ben ou oui. vont s'intégrer, ils vont comprendre le français du moins. Tu sais, ce qu'il faut mettre de l'avant-plan, c'est le bilinguisme. Il faut présenter le français comme une richesse et non pas comme une obligation qu'on va t'enfoncer dans la gorge avec des lois et une espèce de Gestapo linguistique qui va débarquer dans les entreprises comme la loi 96 le prévoit en passant si vous avez plus que 24 employés. C'est quand même incroyable en passant, là, cette affaire-là. Donc, c'est le genre de délire caribou qui est poussé un peu par la bande, par des partis comme la CAQ et le PQ. Et ça, tu sais, je pense que c'est pas l'objectif commun les gens veulent améliorer leur qualité de vie. Les gens veulent que leurs enfants vivent mieux qu'eux. Est-ce que ça se fait en français ou dans une autre langue? Je pense pas que c'est ça le point. Je pense que oui, on veut préserver la culture et l'histoire du Québec, mais je pense pas que ça doit se faire de manière coercitive. Ça doit se faire de manière avec des incitatifs et en soulignant, je pense, la richesse et l'avantage d'avoir des gens qui sont bilingues, là. Exact. Est-ce que tu penses que dans le groupe qui est alentour du PCQ, est-ce que, moi, c'est ce que j'ai peur un peu, là, est-ce que ce genre de carte un peu facile d'aller creuser le caribou, le côté identitaire et toute cette patente-là, puis jouer avec les histoires de langue, est-ce que tu penses que, même si c'est un jeune parti, parce que tu sais, c'est un melting pot, là, c'est pas le PCQ qu'on voyait quand Éric Duhaime l'a pris nécessairement. On s'est rendu compte qu'il est arrivé des gens de tout horizon, justement à cause de la COVID, donc des gens que leur valeur fondamentale était la liberté. Mais par après, quand tu déclines ces gens-là, tu regardes un peu, il y a toutes sortes de monde là-dedans. Il y a un melting pot intéressant, mais il semble y avoir peut-être beaucoup de gens qui sont attirés par un genre de discours, parce que beaucoup de Québécois francophones unilingues qui ont peur, ils ont peur, donc... Quand un parti les crouse avec une histoire justement de on va s'occuper de vous autres, on va empêcher les immigrants de vous remplacer puis de faire perdre votre culture, etc. Est-ce que tu penses que le PCQ risque d'avoir cette... c'est parce qu'on veut tout voir, ils ont eu 14, peut-être j'imagine qu'ils veulent avoir 20. Est-ce qu'ils vont être attirés d'aller là? Est-ce qu'il y aura une pression à l'interne pour aller là? Il faut faire la distinction entre la base militante, les membres, les candidats et, je pense, quelques personnalités dans la direction du PCQ qui partagent ces opinions, je te dirais, anti-immigration, quasi racistes, là. Donc, par contre, la base du PCQ telle qu'elle est formée actuellement, elle est, je pense, à l'image de la nouvelle droite qui s'unit autour de des valeurs par exemple, de libre marché, de liberté d'expression, de défense vigoureuse des droits civiques et des libertés individuelles. Tu sais, c'est bien, je pense, c'est bien encadré par un leadership comme, par exemple, Pierre Poilievre, qui a attiré, tu sais, j'ai vu des gens, moi, dans les rallyes de Pierre Poilievre, des gens de tous les horizons, là, des gens qui n'étaient certainement pas à droite avant. On l'a vu aussi au PCQ avec des gens, je pense, de l'ancienne gauche pro-liberté qui ne se retrouvent plus dans les partis comme, par exemple, le Parti québécois ou Québec solidaire, qui sont maintenant d'une mouvance plus autoritaire, qui vise à imposer un niveau de vie tant au niveau linguistique, un mode de vie, pardon, tant au niveau linguistique qu'environnemental, tu sais, quitte à diminuer votre niveau de vie. Donc, je pense que c'est ce paternalisme moralisateur de la gauche autoritaire
qui fait déplacer une certaine partie du vote vers la nouvelle droite. Maintenant, purement sur le fond caribou, cet espace électoral-là est déjà occupé par la CAQ et le PQ. Oui. Donc, tu ne peux pas... Donc, l'ancien électorat du Parti québécois revient au moment où on avait deux partis là, majeurs, le Parti libéral et le Parti québécois, nonobstant qu'ils les formaient. Là. Je te parle juste de l'espace sur l'échelle électorale. Tu avais d'un côté un amalgame de gens un petit peu plus à droite au PQ, oui, mais c'était majoritairement un parti souverainiste plus caribou. Et de l'autre côté, tu avais des gens au PLQ qui étaient, oui, peut-être plus multiculturalistes, etc., mais tu avais des gens aussi qui venaient du Parti conservateur du Canada. Là. Donc, je pense que c'est cet espace-là du centre vers la droite qui doit être réoccupé par le PCQ avec des valeurs bien identifiées. Moi, je pense que tout le monde s'identifie comme Québécois, mais le fait de brandir la bannière nationaliste, ça n'amène aucun vote. Au contraire, je pense que cet espace-là est déjà occupé. Et moi, je te dis de source sûre que ça nous a fait perdre des appuis importants dans des comtés, dans les comtés de Montréal notamment. Moi, je vous rappelle, regardez la carte électorale de, par exemple, 2008. Le Parti libéral avait des élus partout, y compris, je pense, au Bas-Saint-Laurent, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Québec, dans l'ouest de Montréal. Donc, on va revenir dans cette espèce de bipartisme là, de facto, même si c'est fait avec 3-4 partis. Et l'espace électoral à occuper pour le PCQ, c'est du centre jusqu'à la droite. Et laisser le débat caribou aux autres, là, cet espace-là est abondamment saturé. Exact. De 100 2000 d'accord avec ça. L'Alberta a un nouveau chef, Jason Kenney, qui s'est fait squeezer d'un côté et de l'autre pendant la COVID. La COVID aura eu finalement la carrière de Jason Kenney qui avait réussi à plaire à sa crowd jusqu'à ce que la COVID arrive. Donc, passer pour ceux qui étaient non pas nécessairement des conservateurs, mais soit le NPD ou autre, là, parce que c'est probablement le NPD qui est le gros parti compétitif des conservateurs en Alberta. Puis aussi trop de règles pour la clientèle conservatrice. Donc, ça a fait qu'il a été squeezé carrément. Peu importe où il essayait d'aller, ça l'a amené la disparition de Jason Kenney, parce que moi, c'est un monsieur que j'ai rencontré une fois, puis regarde... J'étais très sympathique à Jason Kenney, puis je trouve ça malheureux parce que d'après moi, c'est un gars, on vient d'en perdre un bon. Sauf que Danielle Smith, qui est là, donc c'est pas une nouvelle. Là, je veux dire, ceux qui suivent la politique en Alberta, elle est là depuis longtemps, a déjà été chef également de parti. Et là, elle est PM. Est-ce qu'elle a je dirais, parce que là, on est dans un monde Poilievre, Éric, je dirais Trump, si on peut aller jusque-là, dans le sens que les leaders de beaucoup d'endroits maintenant sont des gens qui ont énormément de couleurs, qui sont de très bons communicateurs, qui sont un peu spectaculaires. Est-ce qu'elle rentre dans cette nouvelle lignée-là de leaders conservateurs de droite avec beaucoup de, je dirais, très flamboyants? Oui, je pense que, d'ailleurs, l'ex-animatrice de radio, Danielle Smith, parce qu'elle avait un talk show quand même assez populaire là, dans le Canada anglais. Oui, je pense que c'est... d'ailleurs, il y a certaines lignes parallèles avec certains gouverneurs américains, notamment une de ses premières lignes directrices de Danielle Smith, ça a été l'idée que l'Alberta pourrait, à l'avenir, ignorer les dictats et les lois débiles là, provenant d'Ottawa, notamment sur les restrictions COVID et l'attaque contre... Puisqu'il faut l'appeler comme c'est réellement une attaque sur l'industrie énergétique au Canada qui est majoritairement basée en Alberta. L'idée qu'on pourrait juste... que l'Alberta, comme l'a fait, par exemple, le Texas et la Floride, va ignorer ou du moins contre-légiférer pour annuler ces interventions non justifiées du fédéral dans les champs de compétences provinciales. Ça, je trouve ça extrêmement intéressant. D'ailleurs, M. Legault devra comme saisir cette main tendue-là de l'Alberta. Reste à voir comment ça va être accueilli par les caribous, l'idée qu'on utilise la fédération pour faire avancer les intérêts des provinces. Mais ça, c'est intéressant qu'il y ait justement un potentiel arbitrage législatif au niveau canadien
et que les provinces là, fassent front commun contre Ottawa. Ça, c'est intéressant, d'autant plus qu'avec peut-être l'arrivée de M. Poilievre, de Pierre Poilievre à la direction, à la tête du pays, parce que maintenant, il est en avance de quoi, 7-8 points. Il pourrait y avoir une dynamique intéressante dans les 5 prochaines années là, au Canada. Là. Qu'est-ce que si tu avais à la décrire, c'est quoi les grosses forces de Danielle Smith? Parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il est prévu. On est-tu à 1 an des élections en Alberta? Puis j'ai comme senti. Je pense qu'elle va être 8 mois première ministre, quelque chose comme ça. Okay. Là. On a senti demander dans les sondages une remontée. C'est toujours drôle un peu ça de parler du NPD en Alberta. Là. Je ne sais pas si c'est les mêmes bases que le NPD, mettons, au fédéral, mais en tout cas, regarde, on est en Alberta, on n'a pas l'impression qu'il y a une place, on n'a pas l'impression que le NPD pourra reprendre le pouvoir, c'est bien l'Alberta. Mais c'est ce qu'on entend. Là. Il peut y avoir effectivement une course. C'est quoi la grosse qualité de Danielle Smith pour, je dirais, tenir le flambeau pour les conservateurs puis qui gardent le pouvoir? C'est quoi sa grosse force? Elle semble plus, je pense, obstinée sur ses principes. D'ailleurs, c'est une conservatrice plus de la frange libertarienne. Je la compare beaucoup peut-être à Pierre Poilievre et je pense qu'Éric Duhem la connaît bien aussi. Oui. Là. Ils ont des atomes crochus. D'ailleurs, je pense qu'il lui a parlé pendant la campagne. Donc, je pense que c'est caractéristique de cette nouvelle droite intelligente qui émerge un peu partout en Amérique. Donc, pas d'obsession sur les questions sociales, pas d'obsession sur les questions de la droite conservatrice obsédée par l'immigration. C'est revenir à la base, diminuer le pouvoir de l'État, redonner de l'argent dans les poches des citoyens, reconstruire au niveau des bases là, des institutions traditionnelles, mais sans tomber dans le conservatisme social. Je pense que c'est ça l'avenir du mouvement conservateur en Amérique. On le voit avec Ron DeSantis, on le voit avec Pierre Poilievre au Canada. C'est ce mouvement-là, je pense, qui prend de l'ampleur et qui va... L'avantage de ce mouvement-là, c'est qu'il est capable d'aller chercher les appuis plus à gauche qui sont déçus de la gauche autoritaire, du virage autoritaire de la gauche qui souhaite imposer un niveau de vie, un mode de vie là, paternaliste à ces électeurs-là qui étaient, disons, plus pro-liberté là, avant. Là, on a parlé, nous autres, pas mal de Radio Pirate Prime. On a même peut-être fait un petit clin d'œil en ouverture tantôt. Moi, je fais partie des gens. Je suis habituellement un optimiste au niveau... tu sais, j'ai beaucoup de misère souvent avec les oiseaux de malheur là, au niveau de l'économie. Sauf que là, il y a beaucoup de choses qui se passent, puis il y a des affaires que j'aime pas pantoute. Il y a beaucoup de choses que j'aime pas. On est comme mal enligné ou encore on est trop enligné pour s'en aller vers une récession. C'est la récession la plus annoncée à l'avance de l'histoire en passant. Là, on parle de 6-9 mois si je me fie à certains grands banquiers américains dans les 24 dernières heures qui en parlaient. Ils disaient « Ah là, ça s'en vient vraiment ». Donc, qu'est-ce qu'on voit des marchés financiers? Une 5e journée probablement dans le rouge, des compagnies qui sont au plus bas de leur valeur depuis 1 an, 2 ans, facile. Donc, des grosses corrections boursières. L'emploi qui est sorti vendredi qui nous montre que, on est toujours en train de créer des jobs. Par contre, il y a peut-être moins de postes ouverts qu'il y en avait auparavant. L'inflation qui semble être difficile à contrôler. On n'a pas le choix de rajouter, veut pas, ce qui s'est passé en fin de semaine avec la Russie et l'Ukraine, donc les Ukrainiens qui ont probablement attaqué un pont pour essayer de provoquer quelque chose qui risque de nous amener de plus en plus vers ce fameux, ou cette 3e guerre mondiale que personne ne veut, sauf pour certains leaders de pays douteux. Là. Donc, tout ça ensemble fait que c'est inquiétant. Comment tu vois tout ça, là, les marchés, l'emploi, l'inflation, les augmentations de taux, les maisons qui finalement ne s'ajustent pas vraiment encore au niveau prix? Mais si tu prends ton paiement par mois avec les taux qui montent, eh bien là, ta maison coûte beaucoup plus cher. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'affaires en ce moment-là. Ouais, ben écoute, moi non plus, je ne suis pas un perma-bear. Je ne suis pas un fan des banques centrales. Tout le monde sait ça. Mais à un moment donné, il y a des gens qui ont annoncé 28 des 4 dernières récessions là, dans les 20 dernières années. Il faut prendre ça avec un grain de sel. Tu vois, comme le Nasdaq, je regardais, c'est moins 35% là, depuis le sommet du début 2022, ce qui est quand même pas rien. Ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est ce que j'appelle une mauvaise bonne nouvelle économique. Ça, c'est intéressant parce que les marchés réagissent négativement à une bonne nouvelle économique, c'est-à-dire des chiffres d'emploi qui sont mieux que prévus. Et pourquoi les marchés réagissent comme ça? Parce que ça confirme que la Fed ne va pas ralentir la croissance des taux pour lutter contre l'inflation, parce qu'une bonne croissance au niveau des emplois implique qu'il va y avoir un maintien du niveau des dépenses, etc. Donc,
ça sous-entend que l'inflation va se maintenir. D'ailleurs, la Fed a réaffirmé qu'elle va continuer de monter les taux jusqu'à temps que l'inflation soit sous son seuil qui est de 2 %. Donc ça, c'est un double whammy dans la dernière semaine là, pour les marchés financiers qui sont très dépendants de la Fed. Quand tu regardes les autres, les marchés aussi, ben, très corrélé avec l'augmentation des taux et c'est la vigueur du dollar américain. Puis ça, c'est vraiment, je pense, l'histoire au niveau international. Et c'est intéressant de réaliser que la vigueur du dollar américain, c'est pas parce que le dollar américain vaut tellement plus cher que les autres, c'est parce que le dollar américain se dévalue. Les autres monnaies se dévaluent plus rapidement que le dollar américain. Le dollar américain se dévalue aussi. La preuve, on a 7, 8, 9 % d'inflation, voire plus dans certaines classes d'actifs. Donc, c'est un peu ce qu'ils appellent le milkshake theory. Il y a une espèce de spin vers le bas et la crème remonte vers le haut. Donc, c'est ça le dollar américain. C'est le dollar américain s'apprécie plus vite, se déprécie du moins vite que les autres devises et il y a une fuite vers le dollar américain qui accentue là, ce phénomène-là. Donc, ça a un impact majeur sur des actifs comme par exemple l'or. L'or est décevant dans un point de vue. On a toujours dit l'or va être un actif de réserve en cas de conflit, etc. Et moi, je peux te parler d'un vieux loup du minier que j'aime bien au Québec qui m'avait dit écoute, j'ai vécu mes 40 dernières années dans le mensonge parce que, regarde, les Russes sont en train de tirer sur une centrale nucléaire et l'or perd 2 %. Et j'ai l'impression d'avoir eu tort toute ma vie. Donc, c'est décevant de voir ça, mais c'est réellement une histoire de taux et de taux réels, en réalité. Là. Donc, c'est pour ça que l'or baisse. Tu regardes d'autres actifs alternatifs. Tu sais, Bitcoin, je pense que l'outlook est neutre, dans le sens que je ne pense pas qu'il va y avoir de gros hops ou nécessairement de gros downs non plus. C'était intéressant là, de voir ça. Je pense que la stratégie, c'est peut-être de racheter les gros pullbacks, comme ça a été le cas dans les dernières années. Moins 60 % depuis le début de l'année. Et généralement, les gros reculs de Bitcoin, ça a été 70-80 %. Donc, est-ce qu'il y a un autre leg down à voir? L'immobilier, ralentissement historique depuis le pic. Là. Moi, je pense qu'on va atteindre moins 25, moins 30, moins 35 % par rapport au prix du pic du printemps dernier. Il y a quand même des affaires intéressantes dans ces marchés de fous-là, et particulièrement des mal-aimés comme les petites capitalisations. Il y a un vieux loup du minier, parce que c'est souvent les compagnies d'exploration dans le oil and gas ou dans le minier qui ont des petites capitalisations sur des bourses comme Toronto. Il m'avait dit, les institutions, ils ne peuvent pas vendre ce qu'ils n'ont pas. Fait que dans des gros pullbacks comme ça qui sont drivés par les gros investisseurs institutionnels, généralement, s'il y a des petites capitalisations, généralement, ils ne sont pas tellement affectés par ces gros pools de marché-là. Donc, oui, ils peuvent suivre le marché d'une certaine manière, c'est pas ça que je dis, mais généralement, ça peut décorréler là, de certaines grandes tendances comme ça, puis il peut y avoir des investissements intéressants là, dans ces secteurs-là. Donc, je suis assez actif dans ce secteur-là. Là. Si vous êtes un investisseur accrédité, donc vous avez 1 million et plus en actifs, si ça vous intéresse, faites-moi un message, lancez-moi un petit message, puis j'ai peut-être quelques titres à vous suggérer dans ce secteur-là. Sinon, à suivre, mais il va y avoir des opportunités d'investissement tantôt. Là. Ça, c'est sûr et certain, ça revient tout le temps. Est-ce que toi, c'est dur à prédire, là, mais je veux dire, est-ce que... parce que là, tout le monde... Il y a comme une guerre là, de prédictions. Ça va être une grosse... je pense que tout le monde s'entend là, que techniquement, on va être en récession si on ne l'est pas déjà aux États-Unis. Je pense que c'est 2 trimestres de suite. Mais je veux dire, quand on parle de récession, là, enlevons le côté technique. Là, allons-y avec ce qu'on voit d'une récession. C'est-à-dire que, une récession, ça arrive. Puis à un moment donné, il n'y a pas personne qui l'a vraiment annoncé 2 ans à l'avance. Puis ce que ça fait, c'est qu'il y a des commerces qui ferment, il y a des entreprises qui ferment, le taux de chômage augmente. Il y a un stress, puis probablement qu'à partir de ce moment-là, il y a des gens qui prenaient tout pour acquis, qui vont peut-être trouver que leur job est important, vont se remettre à être productifs. Mais est-ce que tu fais partie de ceux qui pensent qu'il va y avoir une bonne correction ou ça va être peut-être plus technique qu'autre chose? Je pense que ça va se maintenir. La tendance actuelle va se maintenir. Mais ceux qui prévoient l'effondrement de la civilisation occidentale dans les 2 prochaines années, avec les années 30, je pense qu'il faut en prendre et en laisser. Il y a déjà quand même une bonne... Oui, on est allé trop haut en fin 2021, 2020, etc. À partir du moment qu'on revient au niveau de 2020 pré-COVID, OK, là, je veux dire, on ne peut pas prédire l'avenir. Si on le ferait, je ne serais pas ici. Mais... je pense qu'il va y avoir des opportunités d'investissement, tant au niveau
privée, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vouloir prendre leur retraite, vendre leur entreprise privée, ont des mauvais outlooks, etc. Donc, il va y avoir un paquet d'opportunités dans les prochains mois, prochaines années également. Tu sais, c'est facile de prédire la récession, mais c'est difficile de prédire quand on va en sortir. Ouais. Puis quand on en sort, ben, tout le monde se garoche là, sur les achats. Donc, généralement, je suis généralement bullish sur le marché boursier parce que je crois quand même à la croissance de la race humaine en termes de résilience et d'instrumentalisation des moyens technologiques pour se sortir de la merde, etc. Donc, je pense pas que ça va être l'apocalypse. Il va peut-être avoir encore un peu de vent de face, mais il faut garder l'œil ouvert sur les opportunités là, qui s'en viennent, certainement. Joe, c'était le fun. Merci, t'es bien smart. Puis on se reprend la semaine prochaine. Joe Hamel est avec nous autres sur Radio Pirate Live. En quelques instants, notre chum Jerry est là pour une boîte. Oh que oui. Boîte avec Jerry, boîte. White. Radio Pirate. Do you like it? Pirate.